Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. La semaine a débuté par l'intervention, réussie, des forces de sécurité maliennes. Les forces maliennes ont mené environ une semaine d'opération, dans le centre du pays, contre les groupes armés terroristes qui sèment la terreur dans cette région que l'État malien a du mal à contrôler depuis plusieurs années. À la suite de l'opération, l'état-major a décidé d'en faire le point aux Maliens à travers un communiqué. L'armée malienne a lancé l'opération Clotigui, en zone sud et centre du pays où sévissent les groupes armés terroristes. Il s'agit d'adopter une stratégie plutôt offensive contre les terroristes afin d'aller les débusquer de leur cachette. Lundi, l'état-major a fait le point d'une semaine d'opération avec des gains plutôt louables, contre les insurgés. Cette opération, selon le communiqué de l'armée, a poussé les groupes armés terroristes à désormais adopter l'évitement comme mode d'action. L'opération militaire des forces maliennes a eu une grande moisson avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes dont certains ont été arrêtés. Aussi, des armées de la logistique de guerre ont été récupérées par les FAMA après un ratissage dans plusieurs régions sud et centre du Mali. Ce bilan dénote du travail effectué par les militaires sur le théâtre d'affrontement et intervient alors que la France commence à réduire ses forces dans le pays et à en redéployer vers d'autres régions. Communiqué numéro 4 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées du Mali porte à la connaissance de l'opinion que dans la continuité des opérations militaires, les forces armées maliennes maintiennent la dynamique offensive de l'opération Clotigui en zone sud et centre contre les groupes armés terroristes qui adoptent l'évitement comme mode d'action. Les actions de renseignement, d'infiltration et aéroterrestre se sont poursuivies depuis les derniers communiqués avec les actions suivantes. Le 10 janvier 2022, frappe aérienne, FAMA dans le secteur de Songo, cercle Bankas ayant occasionné la neutralisation de 6 terroristes. Le 12 janvier 2022, les FAMA dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes, ont procédé à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankas ayant fait plusieurs morts dont le numéro 2 de la Katiba Massina Ousmane Sidibé Bobala et plusieurs autres responsables terroristes. Le 14 janvier 2022, accrochage entre les FAMA et les groupes armés terroristes, aux environs de Alatona, commune de Diabali. Le 14 janvier 2022 également, lors d'une patrouille de reconnaissance offensive de l'opération Clotigui, dans la zone sud, précisément dans la localité de Sierre frontalière du Burkina Faso, un pick-up, immatriculé ANSI 285MD et 4 motos, ont été récupérés lors de la fuite des terroristes. 4 groupes terroristes ont été neutralisés et 3 suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévôté. Le 15 janvier 2022, les FAMA ont procédé à la destruction de 2 bases logistiques terroristes. Le bilan de cette offensive se résume comme suit: côté armé, 1 FAMA blessé. Côté terroriste, 9 terroristes neutralisés, 1 camion et une pick-up, 57 téléphones portables et plusieurs armes récupérées. 1,5 tonnes d'engrais servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été détruits. Il faut rappeler que cette zone servait de base de regroupement pour les terroristes qui régulièrement procédaient au harcèlement des populations du secteur de Diabali en les empêchant de vaguer à leurs occupations agro-pastorales et en incendiant les champs. Le 16 janvier 2022, dans le cadre de l'opération Clotigui et suivant une information faisant état de la présence ennemie dans la zone de Tarabakoro, à Kordjeda, les FAMA en reconnaissance offensive ont été pris à partie par des tirs d'un groupe armé terroriste. Après avoir vigoureusement réagi, les FAMA ont neutralisé 14 groupes armés terroristes dont le chef de base, Hadji Modiboba, qui était fortement recherché par les services de sécurité et était coupable de plusieurs exactions contre les populations de Tarabakoro, Guiré, Bougoul-Djiré. Il était aussi impliqué dans plusieurs attaques des postes de sécurité de Guiré. Les FAMA ont également interpellé 9 autres présumés terroristes, puis ont récupéré un pick-up, 4 motos, 2 fusils de chasse. C'est ainsi que les forces armées maliennes
Les FAMA et les militaires russes engagés dans une lutte sans merci contre les terroristes donnent actuellement des résultats très appréciables. Les terroristes sont en débandade, ils sont en désarroi, ils courent dans tous les sens, les FAMA et leurs nouveaux alliés russes sont en train de les pilonner sans pitié. C'est le sauve qui peut, les terroristes acculés, crient comme des chauves-souris coincés sur un arbre. Certains chefs terroristes et plusieurs centaines de leurs éléments égarés sont déjà neutralisés. Le reliquat court toujours, ceux qui se sont aventurés vers les frontières du Burkina Faso, ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Certains chefs terroristes seraient en fuite, dont Iyad Agali et Amadou Koufa, selon plusieurs témoignages des populations locales, ils seraient aperçus entre Ayerou et Tingara au Niger. Là aussi si l'information s'avère, les forces de défense et de sécurité nigériennes, les FDS, n'hésiteront pas à les neutraliser sans pitié. La zone des 3 frontières sera le tombeau des terroristes, des narcotrafiquants et autres bandits armés. Merci aux forces armées de la Fédération de Russie pour leur contribution efficace. Merci aux forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel et autres armées des pays alliés. Courage et succès continue, Inch'Allah, la victoire sera certaine. Inch'Allah, l'Afrique de l'Ouest ne sera pas balkanisée, par là tout le Sahel sera sauvé. Kaiké Komakan Machikia, affirme, ce mal qui répand la terreur dans les foyers des citoyens innocents, retournera d'où il vient, Inch'Allah. Les terroristes et leurs complices intérieurs et extérieurs, apprendront à leurs dépens grâce au courage et la persévérance des forces de défense et de sécurité africaines et leurs alliés sincères. La digue du Sahel contre le terrorisme, le Mali vaincra, la digue sera sauvée, ainsi l'Afrique de l'Ouest ne sera pas balkanisée, l'Afrique de l'Ouest sera sauvée par-delà, le Sahel, toute l'Afrique sera épargnée et toute l'Afrique comprendra et avisera. À la SED, AO et à l'UEMOA, nous suggérons une révision conséquente de leurs sanctions erronées, la fermeture des frontières, le rappel des ambassadeurs, les restrictions des mouvements des capitaux des personnes physiques ou morales sont interdites dans l'espace de la SED, AO et de l'UEMOA par les textes qui régissent les dites institutions sous-régionales, chargées de l'intégration économique, monétaire, et l'intégration des peuples. Les injonctions des dirigeants politiques, à des fins politiques, aux autorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, sont également interdites par les textes réglementaires. Et l'erreur est humaine, il n'est pas trop tard pour se raviser. C'est l'Afrique qui gagne. La patrie, ou la mort, l'Afrique vaincra. Les forces vives progressistes africaines, doivent rester debout, unies, combatives, solidaires, vaillantes et vigilantes. La victoire finale contre les forces obscures, les forces du mal, sera pour bientôt Inch'Allah. Source. Issoufou Boubacar Kado Magaji. Après l'intervention des forces de sécurité maliennes, nous faisons face cette même semaine aux sanctions de la CEDEAO sur le peuple malien. Suite à la volonté des autorités de la transition de prolonger de 5 ans la période transitoire, une pluie de sanctions s'abat sur Bamako. Face à ces sanctions jugées illégitimes et disproportionnées, la résistance s'organise et la colère au sein de l'opinion nationale ne cesse de monter. Ce regain de patriotisme est-il le début de la reconquête d'une souveraineté longtemps bafouée? Déterminé à afficher son refus du diktat extérieur sur les choix de sa politique intérieure, les Maliens sont sortis massivement à l'appel des autorités pour dénoncer les lourdes sanctions infligées au pays par la CEDEAO. Méga meeting, manifestation de solidarité individuelle, promesses de soutien, conseil extraordinaire de sécurité nationale pour préparer la riposte, suspension de mots d'ordre de grève. Les gestes de patriotisme se multiplient depuis l'annonce des sanctions de l'organisation sous-régionale. Jugées illégitimes et disproportionnées, les sanctions ont, semble-t-il, reçu là où la crise multifonctionnelle a échoué, à savoir, unir les Maliens autour d'un idéal commun. Confrontés à une crise multidimensionnelle depuis près d'une décennie malgré le soutien et l'assistance massive de la communauté internationale. La légitimité de colère du peuple malien ne souffre de l'ombre d'aucun doute au regard de la lourde tribut qu'il a payée et qu'il continue de payer. Villages dévastés, récoltes brûlées, enlèvement de bétail,
déplacement massif de population sur fond d'instabilité socio-politique. La détérioration continue du climat sécuritaire et l'amoncellement des défis liés à la gouvernance justifient amplement la révolte. Avec autant de morts et de dégâts matériels, quel peuple s'accommode-t-il indéfiniment des politiques improductives des partenaires qui donnent l'impression d'avoir un autre agenda? Pour les observateurs avertis, la révolte en cours était prévisible. Les sanctions de l'organisation sous-régionale n'auront été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La colère actuelle qui n'épargne personne, est à n'en pas douter l'expression d'une frustration longtemps contenue. Dans sa majorité, l'opinion nationale malienne est, depuis le coup d'État du 18 août, réticente à toute voie susceptible de remettre dans un bref délai la classe politique en celle considérée comme seule responsable de la détérioration du pays. L'opposition à l'exigence de la CEDEAO et de la communauté internationale relative au respect du délai de la transition tient plus d'une divergence de vue qu'une volonté d'isolement du pays. Après les démonstrations de force, les partis doivent retrouver la lucidité nécessaire pour aller de l'avant et trouver un compromis acceptable par tous. Car à y regarder de près, la sauvegarde de la démocratie demeure la préoccupation des uns et des autres. La dissension se situe seulement dans la démarche. Malgré la noblesse de ses aspirations et la légitimité de sa colère, la partie malienne doit trouver les mots pour rallier les partenaires à sa cause, et de leur part ceux-ci doivent faire un effort supplémentaire pour écouter et entendre l'appel du peuple malien qui n'aspire qu'à fonder son État afin de le hisser au rang des nations respectables. Source, Bouba Sankaré, Opéra News. Au Mali, mais aussi dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des manifestations étaient organisées toute la journée en soutien au pays à qui la CEDEAO a imposé des sanctions le 10 janvier dernier. La diaspora vivant dans plusieurs pays européens s'est aussi rassemblée devant les ambassades. Jusque devant l'ambassade du Mali à Berlin en Allemagne, des manifestants se sont retrouvés pour protester contre les sanctions de la CEDEAO et la collaboration de la France, soutien de longue date de l'organisation. À bas la France, où vive la transition, faisait partie des slogans scandés par les dizaines de personnes présentes devant le bâtiment. De l'autre côté du Rhin, en France, la manifestation organisée était plus dense. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des drapeaux maliens mais aussi russes flottant au-dessus de la foule située devant l'ambassade du Mali. Au mégaphone, des slogans comme « Vive la liberté africaine et vive l'unité africaine » étaient répétés par les centaines de personnes présentes. Mobilisation à Conakry et Ouagadougou. Si, au Burkina Faso, le rassemblement en soutien au Mali comme celui contre l'insécurité qui persévère dans le pays était interdit par les autorités, des centaines de récalcitrants ont tout de même tenté d'ériger des barricades dans le centre de la ville. Ils ont cependant été dispersés rapidement après les lancers de gaz lacrymogène par la police. Plusieurs axes de circulation seraient fermés à cause des tensions entre forces de l'ordre et les manifestants. Des heurts ont aussi été observés à Bobo-Dioulasso. À Conakry, la manifestation avait aussi été interdite par les autorités. Initialement prévue devant l'ambassade du Mali, elle a été délocalisée dans l'enceinte du consulat. Le rassemblement était organisé en partie par le militant anticolonialiste franco-béninois Kémy Séba. L'ambassadeur malien est par ailleurs venu apporter son soutien à la manifestation. En Centrafrique, des mobilisations ont aussi été observées, tandis qu'au Congo-Brazzaville les organisateurs ont préféré annuler la manifestation après avoir reçu des menaces d'arrestation. Source, Opéra News. La transition en cours en Mali ne cesse de recevoir le soutien de la population. Le collectif pour 5 ans ou plus a réuni ses membres, militants et sympathisants, le 21 janvier 2002, au mémorial Modibo Keïta pour non seulement réaffirmer son soutien indéfectible à cette transition, mais aussi et surtout mettre en garde tous ceux qui œuvrent à entraver cette volonté du peuple exprimée lors des assises nationales de la refondation. Le collectif pour 5 ans ou plus est un nouveau mouvement de la société civile engagé pour la réussite de la transition en cours en Mali. Tout comme la majorité des Maliens, le collectif pour 5 ans ou plus a été également frustré par cette décision des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA de sanctionner l'État du Mali malgré toute la crise qu'il traverse. À l'instar de toutes les manifestations de soutien, ce collectif a également réaffirmé l'attachement des Maliens derrière le combat,
patriotique, des autorités de la transition. Un combat patriotique qui a d'ailleurs permis au peuple malien de leur accorder, lors des assises nationales de la refondation, une prorogation de la durée de la transition de 5 ans afin d'avoir suffisamment de temps pour mener à bien et finir le grand chantier de refondation entamé. Il s'agit notamment de la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption, la révision de la Constitution pour corriger toutes les lacunes dont elle souffre, la mise en place d'un instrument unique de gestion des élections et la relecture de la loi électorale afin d'éviter les récurrentes contestations post-électorales. Le collectif pour 5 ans ou plus a par ailleurs tenu à rappeler que ce sont d'ailleurs ces mots soulignés qui sont à l'origine des différentes crises que le Mali a connues et, selon lui, seul un pouvoir de transition peut de façon impartiale apporter des solutions appropriées. Tout en invitant l'ensemble des Maliens à soutenir cette transition en cours, le collectif 5 ans ou plus aussi propose de laisser suffisamment de temps aux militaires au pouvoir afin de réussir la mission de refondation dont les Maliens aspirent. 2. Issa Djigiba. Source, Le Pays. Toujours dans l'agitement de cette semaine, nous avons le coup d'état militaire au Burkina Faso. Lundi par des soldats mutins pour ne pas avoir pu empêcher la descente aux enfers de son pays miné par la violence djihadiste. En 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré, renversé par une insurrection populaire après 27 ans de pouvoir, l'élection de Kaboré avait suscité de grands espoirs de développement et de changement au pays des hommes intègres. Mais c'est précisément en 2015 que le Burkina Faso, jusqu'alors épargné, commence à subir les assauts de groupes djihadistes armés qui n'ont fait que s'amplifier au fil des ans. Lorsqu'il est réélu pour un second mandat en 2020, le pays s'est enfoncé dans le chaos. Les attaques de groupes djihadistes sont devenues quasi quotidiennes et font des centaines de morts, des pans entiers du pays échappent à l'autorité de l'État et les forces de l'ordre semblent incapables d'enrayer la spirale de violence. Il fait donc la promesse pendant sa campagne électorale que la lutte contre les djihadistes sera la première de ses priorités. Mais les attaques et les massacres dans le nord se poursuivent, comme ceux du village de Solan en juin 2021 au cours duquel au moins 132 civils sont tués, ou d'Inata mi-novembre de la même année quand 57 personnes meurent, dont 53 gendarmes. Dès lors, les manifestations de colère de population excédées par cette violence se multiplient pour dénoncer l'impuissance du pouvoir, des manifestations le plus souvent réprimées par la police. Roch Marc Christian Kaboré, de l'ethnie majoritaire Mossi, ancien banquier et homme réputé consensuel, n'a pas réussi à honorer sa promesse en dépit de plusieurs changements à la tête de l'armée et du gouvernement. Ses partisans ont fait valoir son bilan, citant les réalisations, infrastructures routières, santé, eau potable, qui semblent en décalage avec la réalité. 1,5 million de personnes ont dû fuir leur foyer à cause des violences djihadistes, et des milliers d'écoles ont dû fermer. Fils de ministre, homme aux idéaux de gauche revendiqué à ses débuts en politique après des études en France, il profite dans les années 1980 de l'accession au pouvoir de Thomas Sankara, le père de la révolution d'inspiration marxiste, pour devenir directeur de la Banque internationale du Burkina avant même son 30e anniversaire. Après l'assassinat de Sankara en 1987, il s'engage auprès du nouvel homme fort du Burkina, Blaise Compaoré. L'ascension est fulgurante, plusieurs fois ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée. Il est un des hommes clés du régime. Considéré comme probable successeur de Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré tombe brutalement en disgrâce en 2012 pour des raisons obscures. Il claque la porte du parti au pouvoir en 2014 au crépuscule du régime, se faisant taxer d'opportunisme par ses détracteurs, et fonde son propre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Un an plus tard, après une transition, il prend les rênes du Faso, agissant en prenant son temps, allant jusqu'à se faire surnommer le président Diesel. Puis son indolence face à la menace sécuritaire est devenue un autre problème, selon ses opposants. Il est une sorte de roi fainéant qui multiplie les audiences et écoute dans son fauteuil sans prendre de décision, affirmait en 2020 une source diplomatique à Abidjan. Source, d'Opéra News. C'est ainsi que la rumeur est partie comme une traînée de poudre le dimanche 23 janvier 2022 faisant état d'un présumé coup de force militaire visant à déstabiliser le pouvoir en place.
Des tirs nourris ont été entendus dans différentes casernes à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. C'est finalement dans la soirée du lundi 24 janvier 2022 que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration annonce avoir pris le pouvoir. Coup d'État au Burkina, la peur de Roch a fini par le bouffe. Avant la proclamation du MPSR, nous avons recueilli quelques avis des populations sur ce qui visiblement s'apparentait à un coup d'État. De façon générale, tous cautionnent l'arrêt de Roch Kaboré par les militaires mutins. À les entendre, depuis son avènement à la tête du pays, le peuple burkinabé vit l'enfer sur terre. L'insécurité, le copinage, la mauvaise gouvernance sont, entre autres, les souvenirs que certains burkinabés retiendront toute leur vie de ce régime. La peur de Roch a fini par le rattraper, a déclaré Sophie Kaboré, présidente de l'association. Les témoignages de cette dame laissent croire que le régime Kaboré n'a été qu'un calvaire pour les populations du Burkina Faso. La peur du président déchu de composer avec les autres a fini par le rattraper, estime-t-elle. Il a toujours eu peur de composer avec l'ancien régime, même avec certains corps de l'armée, de peur d'être renversé. Aujourd'hui, 24 janvier 2022, c'est cette peur qui a fini par le bouffer, lance-t-elle. Sophie Kaboré, présidente de l'association Mouvement. D'après cette activiste, c'est un coup d'État salvateur, puisqu'elle affirme que le peuple burkinabé était déjà dans l'impasse. Elle pointe du doigt la nomination de ses amis médiocres à de hauts postes. Le régime Kaboré était un danger pour nous, a-t-elle martelé. Nous avons toujours eu une armée très forte. Je souhaite que les militaires restent au pouvoir pour nous garantir la paix, a suggéré Sophie Kaboré. Vu des populations exprimant leur soutien aux militaires. Harouna Radbo est apprenti chauffeur à Ouagadougou. On retient qu'il a été arrêté le 22 janvier 2022 par la compagnie républicaine de sécurité suite à la marche à double vocation, démission du président Roch Kaboré de soutien au peuple malien. Je viens d'être relâché de prison après 48 heures de détention illégale, affirme-t-il. Comme le dit un adage, Cabri mort n'a plus peur de couteau, Harouna Radbo préfère, dit-il, mourir pourvu que Roch Kaboré ne dirige plus le pays des hommes intègres. Toujours dans cette semaine, nous avions la perte en vie d'un soldat français et le silence de la junte malienne. Un Français tué en mission l'aura donc été au Mali. Les photos utilisées, dans cette vidéo, sont à titre illustratif. Comme en 2021 et qui sait, peut-être encore en 2023. Il s'agit d'un brigadier de 24 ans, Alexandre Martin, natif de Roanne et ayant accompli toute sa carrière dans l'armée de terre, au sein du 54e régiment d'artillerie d'Hyères. Il a trouvé la mort le samedi 22 janvier vers 17 h, suite à des tirs indirects, de mortier sur la base de Gao, dans l'est du pays, plus que jamais le centre névralgique de Barkhane depuis la décision d'évacuer les sites du nord. Immédiatement pris en charge, le jeune artilleur a rapidement succombé à ses blessures, portant à 53 le nombre de militaires français ayant perdu la vie depuis l'engagement de la France au Sahel en 2013. Preuve que l'ennemi djihadiste est plus actif que jamais malgré les coups portés. Une autre attaque au mortier a eu lieu dès le lendemain, dimanche 23 janvier, visant une base mixte de Menaka abritant tout à la fois des éléments de Barkhane, de la Task Force Takuba, Forces spéciales européennes, de la MINUSMA, casque bleu ONU, et des forces armées maliennes, FAMA. Cette fois sans perte humaine. À ce jour l'identité des divers assaillants reste inconnue mais la région est habituée au coup des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda. Il n'y a pas eu de commentaires du côté des autorités maliennes sinon le froid glacial qui habille désormais les relations avec la France. Dans l'escalade verbale amorcée depuis des mois entre les deux pays, une étape supplémentaire a été franchie depuis l'annonce des nouvelles sanctions décidées par les membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest contre la junte. Il s'agit, rappelons-le, de faire plier la junte militaire conduite par le colonel Assimi Goïta, laquelle a annoncé son intention de poursuivre la transition, pendant au moins 5 années supplémentaires. À l'exception de la Guinée, dirigée elle aussi par le colonel putschiste Mamadi Doumbouya, les 13 pays de la CEDEAO n'y sont pas allés de main morte, du moins sur le papier, fermeture de leurs frontières avec le Mali, embargo sur les échanges commerciaux,
or produits de première nécessité, et les transactions financières, suspension des aides financières et gel des avoirs maliens à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Tout le monde joue avec le temps. Un embargo économique plutôt sévère dont les conséquences seraient déjà perceptibles dans les circuits d'approvisionnement. Comme elle le fait depuis des mois, pour l'heure, la rue soutient la junte. Et accable les maudits Français. Via le président nigérien Mohamed Bazoum, Paris est suspecté de tirer les ficelles de la CEDEAO et de vouloir s'en prendre ouvertement à la souveraineté du pays. Fin décembre, le Premier ministre Tchogel Kokala Maïga évoquait publiquement son souhait d'une relecture des accords de défense entre les deux capitales, avec notamment la question du survol du territoire national par les avions de Barkhane. À ce jour, la menace à peine voilée de les interdire ne s'est pas concrétisée. Mais celle d'Emmanuel Macron de quitter vraiment le pays si d'aventure les paramilitaires russes Wagner y prenaient pied pas plus. Or ces derniers se comptent désormais par centaines, accompagnés, sinon encadrés d'instructeurs des forces armées russes, légales. Il y a donc de fortes chances pour que se perpétue dans les prochains mois l'espèce de compromis bancal en vigueur. Tous les acteurs jouent avec le temps, la lassitude de l'adversaire et pourquoi pas de bonnes nouvelles à exploiter sur le front anti-djihadiste. Pour le moment, elles ne sont pas très bonnes et déstabilisent toute la région. Ce mardi en fin de journée, la confusion régnait au Burkina Faso, aux prises apparemment avec un putsch des militaires. Source, Marianne. Opéra News. Du côté de la France nous avions l'exceptionnel discours de la ministre de l'armée française sur le Mali. Janvier à l'Assemblée nationale, Florence Parly, ministre française des Armées, a accusé la junte militaire malienne de multiplier les provocations. Entre la France et le Mali, le torchon brûle. En effet, depuis les lourdes sanctions annoncées par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Bamako estime qu'une guerre lui est déclarée et veut, à tout prix, rétablir l'honneur du peuple malien. Ainsi, depuis le 9 janvier, date à laquelle les sanctions de la CEDEAO ont été annoncées, la junte au pouvoir est sur la défensive et entend aller jusqu'au bout de son bras de fer avec la France qui, selon de nombreux Maliens, est derrière les sanctions prises contre un pays à genoux. C'est dans ce contexte que la junte, dans un communiqué rendu public ce 24 janvier, a ordonné le départ immédiat des troupes danoises déployées dans ce pays dans le cadre de la force Takuba, une force européenne pilotée par la France. Le gouvernement de la République du Mali a constaté avec étonnement le déploiement sur son territoire d'un contingent de forces spéciales danoises au sein de la force Takuba, peste le gouvernement malien, avant d'exiger le retrait immédiat des troupes danoises du territoire malien. Une menace qui a fait réagir la France dont la ministre des Forces armées, Florence Parly, a vigoureusement dénoncé l'attitude de la junte malienne, avant d'afficher sa solidarité envers ses partenaires danois. En tout cas, ce 25 janvier, lors de son passage à l'Assemblée nationale, elle n'a pas eu sa langue dans sa poche. La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Parlant de la situation au Sahel, elle déclare, la junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Des mercenaires de Wagner sont déployés sur le territoire malien et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Alors, est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme? Non. Sur les menaces d'expulsion que pèsent sur les troupes danoises présentes au Mali, Florence Parly dira, je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois dont le déploiement se fait sur une base juridique légale contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Ci-dessous l'intervention de Florence Parly à l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Source, lecourrierdusoir.com. De suite voici comment la France perd sa légitimité au Mali. Solidarité avec le peuple malien. Pourquoi la France et sa diplomatie ont fini par perdre leur crédibilité en Afrique noire francophone. Il faut comprendre que ce n'est pas la France et encore moins son président Emmanuel Macron dont les Africains n'en veulent plus, mais d'un paternalisme d'inspiration coloniale placé sous le sceau de la domination économique et de l'hégémonisme culturel, qui pratique un double discours en matière de légitimité politique, s'accommodant largement avec des tyrans dociles placés et maintenus indéfiniment au pouvoir par ses soins, quand ceux qui les évincent ou renversent sont systématiquement voués aux gémonies.
Voilà ce qui fait problème aujourd'hui, et ne peut plus être accepté par les jeunes générations afro-descendantes et africaines. Il y a plus qu'une urgence à changer radicalement la manière dont était jusqu'ici conçue et articuler la relation franco-africaine, à partir de centres de décision formels et informels à Paris. C'est clairement une époque révolue. Le Mali n'étant la matière que le symptôme ou le symbole d'une évolution continentale que certains ont tort de penser à Paris qu'elle serait éphémère, et se brisera devant l'effet conjugué des chantages diplomatiques, des embargos économiques et financiers, puis des interventions ou occupations militaires. À cet effet, encourageons comme démocrates la transition civile puis le retour concerté d'un pouvoir civil légitime au Mali, sans perdre de vue les raisons profondes de la révolte des peuples africains, ni l'arrivée des juntes militaires à la tête des États francophones d'Afrique. Source Opéra, New. Toujours dans cette semaine nous avions l'arrestation de nombreux djihadistes par la FAMA. Les forces armées maliennes annoncent qu'elles continuent de progresser dans leur lutte contre les terroristes et dans la satisfaction progressive des besoins sécuritaires des Maliens. Dans un communiqué, l'état-major a fait le point des nouvelles opérations menées. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes, FAMA, poursuivent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui, a indiqué les FAMA dans le communiqué. Elles indiquent que leurs actions sont menées dans le but de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade adoptant désormais l'évitement et se muant dans la population comme mode d'action. L'armée indique que plusieurs actions ont été menées par elle, au-delà des actions de routine et que l'intensification de la recherche du renseignement et les opérations aéroterrestres particulièrement en zone centre et sud se sont poursuivies. Dans le bilan des actions menées dans plusieurs localités du Mali, les militaires indigent avoir eu des gains considérables face aux terroristes que l'armée rapporte dans son communiqué. Bilan des opérations. Du 17 au 22 janvier 2022, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive dans le secteur de Akor et Tarakoro, avec la destruction à l'artillerie des bases terroristes suivie de fouilles dans les forêts de Naoulena et Bamajgou, a fait un bilan de 28 terroristes neutralisés puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro pouvant servir 21 000 hectares de terres irrigables. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koussiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tiéré, Tangela, Danderesso, Misanso, Kouniou et Kabalé, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso avec la fouille de la forêt de Tanjo et la destruction à l'artillerie d'une base terroriste dans les collines de Tiéré, ont fait un bilan considérable avec la récupération d'un véhicule Toyota Hilux, la récupération d'un camion-citerne de 10 tonnes transportant du carburant, la récupération d'un camion de contrebande, la saisie de 7 motos, l'interpellation de 22 suspects terroristes, la neutralisation de 6 terroristes et la récupération de 0,3 pistolets. Dans la région de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives dans les cercles de Koro, Bankas et Nyono suivies de frappes aériennes dans la forêt de Toun, ou en Koro, et Dia ont neutralisé 11 terroristes dont un responsable le Bounamban et détruit des sites de fabrication d'engins explosifs improvisés dans le secteur de Toun. Une reconnaissance offensive à Ourosémé, à 4 km au nord-est de Diondiori, a neutralisé un groupe terroriste collectant la Zakal avec un bilan de 0,3 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 0,2 AK-47, 9 chargeurs d'AK-47, 0,7 motos, 12 téléphones portables, 4 talkie-valkie, 0,4 batteries de recharge et des panneaux solaires récupérés. Des renseignements précis et exploités dans la zone de Diabali ont permis d'interpeller 09 suspects terroristes avec 2 engins explosifs improvisés, 7 motos, 7 téléphones portables. L'état-major général des armées remarque que le présent bilan est en diminution comparé au bilan des dernières semaines. Ceci s'explique par le mode d'action de l'évitement adopté par les terroristes en débandade en zone sud et centre. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA s'adapteront à ce mode d'action et continueront la dynamique offensive avec la surveillance, la poursuite et la neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines, a conclu l'armée malienne dans son communiqué bilan.
Le Mali est en proie à une forte insurrection djihadiste depuis plusieurs années et les autorités du pays avaient alors appelé en renfort les forces françaises pour se débarrasser des insurgés et libérer le territoire malien. Près de 8 ans plus tard, les forces françaises sont toujours là et la menace ne cesse de s'accroître. Les nouvelles autorités du Mali ont donc décidé de prendre leurs responsabilités et mener le combat elles-mêmes avec des partenaires qu'elles ont choisis. C'est ainsi que les forces russes sont entrées en jeu sous le regard mécontent mais impuissant de Paris et des Européens. Pour clôturer la semaine, nous avions le mouvement panafricanisme pour soutenir le peuple malien par la diaspora. Marche panafricaniste du samedi 22 de ce mois en cours a comptabilisé plus d'1 million d'Africains soucieux du changement, de la considération de l'Afrique dans le concert des nations. Les capitales des pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont vibré au rythme de la vaste campagne organisée par les panafricanistes devant les ambassades du Mali de chaque pays choisi pour la manifestation. Ainsi, Paris, Bruxelles, Conakry, Niamey et bien d'autres villes ont témoigné de la grande colère des manifestants unis pour faire entendre leur voix en rapport aux ingérences, de l'hypocrisie, de la volonté de Paris à maintenir captifs les pays africains dans un système néocolonial improductif pour les États victimes de ces manœuvres. Dans le continent et au sein de la diaspora les motivations ont été pareilles. L'on veut en découdre avec la France afin de définir une nouvelle orientation des États au plan macro-structurel. Chers internautes, les photos suivantes sont à titre indicatif. Nous saluons ce projet historique de dénonciation et de condamnation de la barbarie française en Afrique. Ça fait longtemps que nos misères, nos souffrances perdurent à cause de la France et de ses complices installés au pouvoir dans les États africains. Le soutien que nous apportons à Assimi Goïta et à son gouvernement englobe l'ensemble de nos pays soumis à Paris. Nous agissons pour le Mali au nom de toute l'Afrique. La déclaration de Pierre Oussi, activiste camerounais résidant en France, fait état d'une résistance massive des populations africaines debout comme un seul homme pour réclamer une indépendance réelle du continent et de sa souveraineté sous toutes ses formes, monétaires, économiques, politiques, diplomatiques, sécuritaires, culturelles, civilisationnelles etc. De même au Cameroun, la forte communauté malienne du pays encourage les autorités de la transition au pouvoir de poursuivre la lutte pour l'autonomie du Mali. Nous sommes fatigués de voir la France s'immiscer dans les affaires de notre pays au point de vouloir toujours imposer ses décisions. Aujourd'hui c'est un nouvel homme courageux qui est à la tête du pays en la personne de Assimi Goïta qui refuse de se soumettre aux injonctions des étrangers parce qu'il entend sauvegarder les intérêts du peuple malien. Nous sommes de tout cœur et nous ferons de tout notre possible pour soutenir notre gouvernement. La France n'a plus de place au Mali. Soit elle marche comme nous déciderons, soit elle s'en va. Nous choisirons nos partenaires en fonction de nos objectifs définis par nous-mêmes. Le propos de Moussa Abo à la tête d'un groupe de Maliens opérant dans le secteur de la haute couture à Yaoundé, renseigne sur l'unanimité des Maliens et des Africains à faire partir la France du continent. Nul ne doute du sentiment anti-français en ébullition en Afrique et ailleurs. Au cours de la mobilisation, les affiches, les pancartes ont porté des messages contre la France et sa politique néo-esclavagiste. France dégage, trop c'est trop, fin à l'impérialisme et d'autres slogans anti-français ont meublé la marche vers la libération totale de l'Afrique et de ses enfants. Aussi, une dénonciation de la SEDEAO et de l'UMOA considérée comme des sous-services français était à l'ordre du jour. Néanmoins la lutte pour l'émancipation totale de l'Afrique se poursuit. Après la séquence de samedi dernier, le vent de nouvelles manifestations souffle dehors et déjà au sein des populations et des groupes organisés pour renverser en Afrique la France et ses acolytes. Chroniqueur panafricaniste. Le vent de soutien au peuple malien, qui a soufflé un peu partout ces derniers temps, depuis l'embargo de la SEDEAO et de l'UMOA contre la junte militaire au pouvoir, n'épargnera pas le Sénégal. En clair, plusieurs organisations de la société civile, des politiques, des syndicats et personnalités, se préparent à une grande manifestation, ce vendredi 28 janvier 2022, à la place de la Nation, ex-Obélisque. Soutien au peuple malien contre l'embargo de la SEDEAO, ce vendredi, société civile, politique, syndicats et diaspora africaine vont faire pression.
Compte tenu de l'importance accordée à cet événement, ces organisations ont tenu une conférence de presse hier, mercredi 26 janvier 2022, pour inciter non seulement les Sénégalais à se mobiliser mais également l'ensemble de la diaspora africaine au Sénégal, à sortir massivement pour défendre la cause malienne, afin que la CEDEAO puisse revoir sa posture. Des organisations de la société civile, des politiques, des syndicats et autres personnalités, en sont convaincus. Pour le notifier aux instances sous-régionales que sont la CEDEAO et l'UMOA, elles appellent une manifestation d'envergure à la place de la Nation, ex-Obélisque, ce vendredi. En prélude, les initiateurs de la manifestation, organisée en soutien au peuple malien, ont fait face à la presse hier, mercredi 26 janvier 2022. Selon Boubacar Sèye, président d'Horizon Sans Frontières, AHSF, l'objectif de cette rencontre, en prélude à la manifestation du vendredi 28 janvier, c'est d'appeler à la mobilisation. Aujourd'hui, nous appelons à une mobilisation transnationale pour que la CEDEAO revoie sa posture. Il faudra aujourd'hui adopter tous les outils de pacification pour le retour au calme du Mali. Mieux, poursuit-il, c'est une manifestation que nous voulons historique, pour un changement de paradigme alors, pour que les Africains comprennent eux-mêmes qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, il faut ouvrir de nouvelles perspectives africaines pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Nous appelons au dialogue entre les deux parties pour le retour au calme dans ce pays frère, ami et stratégique pour le Sénégal. Alerte contre une deuxième Libye, en Afrique de l'Ouest. Concernant, par ailleurs, la décision prise par la junte militaire d'assurer une transition de 5 ans, le président d'HSF invite les deux parties à privilégier le dialogue. Je crois que c'est une décision qui est très flexible. C'est pour cette raison que nous estimons qu'il faudra réunir toutes les parties, pour l'adoption des outils de pacification. Donc, il faut dialoguer et je crois bien qu'à l'issue de ce dialogue, la junte militaire